Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 29 mars. Voici les titres de ce journal. Le Brexit, toujours dans l'impasse, les députés britanniques ont rejeté une troisième fois l'accord de retrait conclu entre Theresa May et Bruxelles. L'opposition réclame la démission de la première ministre britannique et le scénario d'un no deal le 12 avril est toujours en ligne de mire. Sixième vendredi consécutif de manifestations en Algérie, une foule importante s'est massée dans les rues d'Alger pour réclamer à nouveau le départ du président Bouteflika. Les manifestants restent déterminés à tourner la page d'un régime vieillissant. Les Ukrainiens sont appelés aux urnes dimanche pour choisir leur président. Une trentaine de candidats sont en lice et c'est un acteur qui est en tête des sondages devant Yulia Tymoshenko et le président sortant Petro Poroshenko. Où en est l'Ukraine 5 ans après la révolte de Maïdan? Et puis la mort à 90 ans de la cinéaste française Agnès Varda, figure de proue de la nouvelle vague. Son film Cléo de 5 à 7 restera comme l'un de ses plus emblématiques. Agnès Varda avait été la première réalisatrice à recevoir en 2017 un Oscar d'honneur. Bienvenue, c'est aujourd'hui le 29 mars qu'aurait dû avoir lieu le divorce officiel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais au Parlement britannique à Londres, l'heure était encore une fois au vote. Et pour la troisième fois, la majorité des députés de la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait conclu entre Theresa May et Bruxelles. Pour la Commission européenne, une sortie du Royaume-Uni sans accord le 12 avril est désormais un scénario probable. Le point avec Johan Giametta d'Angelo. Non à l'accord de Brexit négocié par Theresa May. 286 voix pour, 344 voix contre. Pour la troisième fois, les députés britanniques ont refusé ce vendredi le plan de sortie de l'Union européenne, le seul accord jugé utile à la Grande-Bretagne, selon la première ministre britannique. Face à la Chambre des communes, Theresa May dénonce un Parlement indécis qui a rejeté jusque-là toutes les options mises sur la table, y compris un Brexit sans accord. Monsieur le Président, je crains que nous n'atteignions les limites de ce processus à la Chambre. Cette Assemblée a rejeté une sortie de l'Union européenne sans accord. Elle a rejeté l'annulation du Brexit. Elle a rejeté toutes les variantes de l'accord sur la table. Et aujourd'hui, elle a rejeté l'approbation de l'accord de retrait seul et la poursuite d'un processus sur l'avenir. Ce gouvernement va continuer à faire pression pour que les résultats du référendum sur le Brexit soient respectés. Face à Theresa May, une opposition déterminée à la voir quitter son poste de Première ministre. Cet accord doit maintenant changer. Il faut trouver une alternative. Et si la Première ministre ne peut l'accepter, elle doit partir. Non pas une date indéterminée, mais maintenant, pour que nous puissions décider de l'avenir de ce pays avec des élections générales. Désormais, les Britanniques doivent soumettre une nouvelle solution à l'UE avant le 12 avril, faute de quoi Londres quitterait l'Union européenne sans avoir conclu un accord. Autre hypothèse sur la table, un nouveau report du Brexit. Cette fois-ci sur le long terme, au moins jusqu'à fin 2019, assure la Commission européenne, obligeant les Britanniques à participer aux élections européennes de mai. Mais d'abord, un nouveau sommet européen aura lieu le 10 avril, 2 jours avant la date butoir. Dans l'actualité également, la mobilisation se poursuit en Algérie. Sixième vendredi consécutif de manifestations aujourd'hui pour demander le départ du président Bouteflika et de tout un régime jugé vieillissant et corrompu par les manifestants. Ils étaient très nombreux à défiler dans les rues de la capitale, Alger. Olivier Peggy. Ces images envoyées par la télévision algérienne témoignent de l'ampleur de la manifestation populaire organisée dans la capitale. Des rassemblements similaires se tiennent également dans d'autres villes de province. C'est le sixième vendredi consécutif de contestation visant le pouvoir. Et ce n'est plus seulement le président Bouteflika que les manifestants veulent voir dégager, c'est tout le régime. Les récentes prises de position du chef d'état-major de l'armée sont accueillies avec défiance. De nombreux Algériens craignent que les caciques du régime cherchent à court-circuiter le mouvement de contestation. Dans les slogans, un même message, c'est le peuple qui doit décider.
Les Ukrainiens sont appelés à voter dimanche pour l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre 39 candidats, parmi eux le président sortant, Petro Poroshenko, ou l'opposante Yulia Tymoshenko. Mais contre toute attente, c'est un acteur qui est en tête des sondages, Volodymyr Zelensky, que certains surnomment déjà le Trump ukrainien. Âgé de 41 ans, l'homme qui n'a aucune expérience en politique est devenu très populaire en incarnant dans une série télévisée un professeur d'histoire propulsé à la présidence du pays où il combat une élite corrompue. Pour parler des élections ukrainiennes, nous retrouvons Tatiana Katsueva-Jean, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Alors l'Ukraine s'apprête à élire son président. Nous sommes 5 ans après la révolution de Maïdan, 5 ans après le début du conflit dans le Donbass. Alors est-on toujours dans ce clivage entre d'un côté les pro-européens et de l'autre les pro-russes? Plus du tout. La situation a complètement changé en 5 ans. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de candidats, mais les 3 candidats les plus crédibles, parmi lesquels en réalité le président ukrainien sera choisi, tous les 3, on peut le dire, sont pro-euro-atlantiques. Ils sont tout à fait sur la même ligne. Évidemment, cette situation est due au fait que la Crimée a été annexée par la Russie. C'est là où il y avait une majorité de l'électorat russophone, ainsi que ces 2 républiques sécessionnistes qui ne voteront pas pendant ces élections-là. Il y a bien un candidat, Yuri Boyko, qu'on dit être le candidat de Moscou, mais il est classé dans les sondages aujourd'hui à peu près en 4e position. Il a très peu de chances d'arriver, de franchir ne serait-ce que l'étape du premier tour. Alors vous l'avez dit, il y a près de 40 candidats pour cette élection, dont 2 figures bien connues, le président sortant Petro Poroshenko et l'opposante Yulia Tymoshenko. Mais c'est une star de la télévision qui est actuellement en tête des sondages. Alors les Ukrainiens semblent être tentés à leur tour par un candidat qui incarne le renouveau. Absolument. C'est un candidat qui incarne le sentiment anti-élite, le sentiment anti-establishment. Et il y a un certain fond qui ne rend pas le cas ukrainien différent des États-Unis, par exemple, où Trump a été élu. Ils souhaitent aujourd'hui, les Ukrainiens, d'avoir quelqu'un qui ne serait pas intégré au système, qu'il estime être corrompu et oligarchique, quelqu'un qui viendrait de l'extérieur pour purifier tout cela, à l'image du personnage qu'incarne Vladimir Zelensky dans le feuilleton qui s'appelle Le Serviteur du Peuple, qui est aussi le nom de son parti politique qu'il a créé. Donc un pouvoir au service du peuple, c'est ce que recherchent les Ukrainiens aujourd'hui. On parle déjà de soupçons de fraude pour cette élection. Il y a déjà l'achat, entre guillemets, des voix des électeurs, des petits subsides qui sont donnés aux retraités, les petites augmentations des salaires, les remises sur le gaz, ce qu'on appelle dans le monde post-soviétique l'utilisation de la ressource administrative. Il est en effet, il y a des craintes que cette élection soit entachée dans l'esprit de la population de ces soupçons de fraude, ce qui peut provoquer au lendemain du premier tour même la descente des gens dans la rue pour protester contre les élections malpropres. Merci beaucoup Tatiana Katsueva-Jean. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup. Merci. Dans l'actualité également, l'avionneur américain Boeing traverse une période difficile après les 2 accidents qui ont impliqué ses modèles 737 MAX, plus de 300 morts en Indonésie et plus récemment en Éthiopie. Le constructeur américain est poursuivi en justice par la famille d'une victime. Pour Boeing, c'est l'heure de vérité, mais aussi des premières poursuites en justice aux États-Unis depuis le crash du 737 MAX de la compagnie américaine, affrété par l'Ethiopian Airlines. Une première action intentée devant une cour fédérale américaine de l'Illinois par la famille de Jackson Musoni, un Rwandais disparu dans le crash qui a tué 157 personnes début mars. En 5 mois, 2 Boeing 737 MAX se sont crashés, faisant près de 350 morts. Les appareils de ce type sont pour l'heure cloués au sol. Et mercredi, Boeing a présenté une version corrigée de son logiciel anti-décrochage mis en cause dans les 2 crashs. Celle-ci devra être ensuite approuvée par l'administration fédérale de l'aviation américaine, critiquée pour avoir mis du temps à suspendre les 737 MAX après les 2 tragédies.
Mais la facture serait salée pour le régulateur. Plus d'1,6 milliard d'euros et 10 000 nouveaux employés seraient nécessaires pour gérer toutes ces nouvelles certifications. Il avait hébergé les auteurs des attentats de Paris en novembre 2015. Jawad Ben Daoud a été condamné en appel à 4 ans de prison ferme. Il avait pourtant été relaxé en première instance. 4 ans de prison ferme. Pour son procès en appel, Jawad Ben Daoud, celui qui a été surnommé le logeur de Daesh, écope d'une nouvelle peine d'emprisonnement après avoir été relaxé en première instance. La Cour lui interdit également d'exercer ses droits civiques pendant 5 ans et l'oblige à indemniser plusieurs parties civiles. Jugé pour recel de malfaiteurs terroristes, Jawad Ben Daoud avait logé à son domicile de Saint-Denis l'un des auteurs des attentats du 13 novembre en région parisienne, ainsi que plusieurs complices. Mercredi, la cour d'appel avait déjà condamné Jawad Ben Daoud à une peine d'1 an d'emprisonnement pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'une victime des attentats du 13 novembre. C'est une véritable hécatombe sur le littoral atlantique français. Depuis le début de l'année, des centaines de dauphins ont été retrouvés morts sur les côtes. Les filets de pêche sont pointés du doigt et les autorités françaises promettent des mesures pour protéger les cétacés. Maxime Bios-Duplan. Plus de 1000 dauphins ont été retrouvés morts sur les plages atlantiques françaises depuis le début de l'année. Ce nombre, le plus important depuis 40 ans, vient d'être donné par les scientifiques du CNRS et de l'Université de La Rochelle. Les ONG de défense de la faune marine, comme Sea Shepherd, s'alarment et dénoncent à nouveau les méthodes de pêche intensives. 1100 dauphins échoués sur le sable, mais cela ne représenterait que 20% de tous les petits cétacés, dauphins communs et marsouins, qui meurent au large et coulent dans l'océan. Le problème, il est dans le fait qu'on autorise des méthodes de pêche qui sont destructrices, qui ne sont pas du tout sélectives, dans des zones qui sont sensibles, où on a une population importante d'espèces protégées. Voilà. Et on ne met pas, à côté de ça, on ne met pas les contrôles suffisants, et encore moins de sanctions suffisamment dissuasives pour enrayer le problème. Donc il y a une sorte d'impunité ambiante autour de ce sujet-là qui est scandaleuse. Des dispositifs répulsifs sonores sont en cours de test pour éloigner les dauphins des zones de pêche. Leur efficacité semble pour l'instant vérifiée et le gouvernement français entend développer leur utilisation avec la mise en place avant la fin de l'année d'un plan d'action pour la protection des cétacés. Le cinéma français pleure l'une de ses illustres représentantes. Agnès Varda s'est éteinte la nuit dernière à Paris à l'âge de 90 ans. On lui doit des dizaines de films, dont l'incontournable Cléo de 5 à 7, œuvre emblématique de la nouvelle vague. Retour sur sa carrière, Laura Cambo. C'est un monument du cinéma qui s'éteint. La réalisatrice française Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. La cinéaste était l'une des figures de proue de la nouvelle vague. Elle marque l'histoire du cinéma français avec des films comme Cléo de 5 à 7, Le Bonheur ou Les plages d'Agnès. Une carrière récompensée en 2017 à Hollywood. Elle reçoit un Oscar d'honneur, le tout premier pour une femme réalisatrice. J'essaie de raconter des histoires et des documentaires de manière très honnête pour que ça touche les gens. Ce que j'essaie de faire, c'est ça, avoir de l'empathie. Le Festival de Cannes et les Césars célèbrent aussi son œuvre, toujours à la frontière entre documentaire et fiction. Agnès Varda est aussi une féministe engagée. Il y a 1 an, elle défile à Cannes pour réclamer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ces dernières années, elle continuait de tourner des documentaires, comme son dernier film, intitulé Varda par Agnès. En fait, le film entier est un portrait en forme de travelling discontinu. Dans ce film introspectif, elle parlait de ses inspirations et de son travail. En présentant cette œuvre, sa dernière, la cinéaste avait indiqué lors d'une longue conférence de presse qu'elle ralentissait et se préparait à dire au revoir et à partir. Allez, du sport, il y aura du tennis ce week-end avec le tournoi de Miami. La finale dame opposera demain l'Australienne Ashley Barty à la Tchèque Karolina Pliskova. Et chez les hommes, on suivra notamment la demi-finale de Roger Federer. Le Suisse vise en Floride son 101e titre sur le circuit. Olivier.
Roger Federer, ici en blanc, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami. Le numéro 5 mondial s'est débarrassé du Sud-Africain Kevin Anderson en 2-7. La première manche a été expédiée en 28 minutes, 6-0. Le deuxième set a été plus accroché, notamment un 9e jeu très disputé, à l'image de ce point. Federer finit par s'imposer 6-4. En demi-finale, le Suisse, du haut de ses 37 ans, sera opposé à une des révélations du circuit, le Canadien Denis Shapovalov, 19 ans, un jeune prodige qui n'était pas né quand Federer est devenu professionnel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bon week-end. À bientôt.